En fait, je ne vais pas présenter une recherche en particulier, c'est ce que je veux dire. Je vais plutôt présenter plusieurs constats de recherche sur la réussite éducative des jeunes issus de l'immigration au Québec. Et je pense que déjà en partant, il faut distinguer réussite éducative et expérience éducative de façon large versus réussite scolaire, c'est-à-dire liée à la performance uniquement dans les matières scolaires, etc. Et je pense qu'il faut aborder aussi cette réussite éducative autour de différents facteurs qui sont liés à l'expérience migratoire, notamment des familles, des jeunes issus de l'immigration. Je vais faire le lien avec aussi des données, peut-être du niveau primaire, secondaire, parce que ces jeunes-là se retrouvent ensuite au cégep en particulier ou à l'université. Donc, pas tous, évidemment, mais une partie. Et donc, le profil sociodémographique des jeunes issus de l'immigration, au primaire, au secondaire aujourd'hui, mais c'est nos étudiants de demain. Et donc, parmi ces facteurs, évidemment, il y a des facteurs qui sont migratoires, il y a des facteurs qui sont institutionnels, qui sont liés aussi à des processus institutionnels, des pratiques, des classements, des évaluations, un climat scolaire, etc., etc. Donc, juste pour rappeler globalement qu'en ce moment, dans le système scolaire québécois en 2024-2025, c'est 36% des élèves qui sont issus de l'immigration, c'est-à-dire de première ou de deuxième génération. Évidemment, les jeunes qui sont nés ici de deuxième génération, dont les parents sont immigrants, ils ne sont pas immigrants eux-mêmes, mais on dit qu'ils sont issus de l'immigration parce qu'ils subissent, ou ils vivent plutôt, pas ils subissent, mais ils vivent le processus migratoire des parents par différents effets directs ou indirects. Donc, que ce soit la langue, que ce soit la difficulté d'intégration des parents, etc., etc. Donc, ce groupe des jeunes issus d'immigration est particulièrement concentré encore aujourd'hui à Montréal, mais s'étend maintenant plutôt beaucoup vers Laval et Longueuil. Donc, environ 68% de la population scolaire à Montréal est issue de l'immigration en ce moment. Donc, autour de 36% de première génération et 64% de deuxième génération. Donc, la deuxième génération augmente évidemment avec le temps. Et on dit que la troisième génération et plus, ce ne sont plus des jeunes issus de l'immigration. Donc, souvent, ils sont comparés, les troisième génération et plus, avec la première et la deuxième génération. Et du tiers de ces élèves de première génération sont nés surtout en Asie, beaucoup de Français maintenant, parce que le profil migratoire, les immigrants changent d'une année à l'autre, évidemment, les pays de provenance, mais il y a beaucoup de gens issus de la France qui sont arrivés dans les dernières années. Près de 30% arrivent d'Amérique latine, 21% d'Europe environ. Environ 26% ont le français comme langue maternelle, ce qui fait qu'autour de 75%, disons, des élèves québécois en ce moment ont le français comme langue maternelle, quand on prend tous les élèves québécois. Parmi ces facteurs, donc j'ai mentionné, il y a des facteurs qu'on peut appeler situationnels, dispositionnels et institutionnels. Quand on parle de facteurs situationnels, on peut mettre les facteurs socio-familiaux là-dedans, si on veut. Les trajectoires migratoires, donc ce qui est la situation vécue par les membres, par les élèves ou les étudiants et les membres de la famille, la structure familiale, les pratiques parentales, etc. C'est des facteurs qui influencent la réussite éducative des élèves. Il y a des facteurs qui sont plus intrinsèques, si on veut, ou liés à l'élève, comme l'âge, par exemple, mais aussi qui sont dispositionnels, c'est-à-dire comment l'élève ou l'étudiant est disposé ou engagé envers l'école en fonction de ces différents facteurs-là. Les relations qu'il va entretenir, son adaptation psychosociale. Et il y a des facteurs institutionnels, plutôt scolaires, climat de l'école, les attitudes et les pratiques des enseignants, les relations avec les enseignants. Euh, euh, et des facteurs aussi qui peuvent être liés aux organismes communautaires, l'engagement dans des organismes communautaires, etc. Euh, euh, bon, etc., qui peuvent faire varier. Mais c'est sûr que le jeune
va agir comme médiateur de toutes ces influences complexes qui s'exercent sur lui, donc la façon dont il interprète son expérience éducative va avoir un impact sur sa réussite, évidemment. L'expérience scolaire est aussi sociale, l'expérience éducative est aussi sociale, donc c'est une combinaison de significations subjectives données à des réalités ou des conditions objectives, que ce soit des conditions migratoires, économiques, culturelles, familiales, mais la personne est toujours un peu le médiateur de tout ça pour donner un sens. Et donc au plan de la réussite strictement scolaire, disons, de la performance, plusieurs travaux montre qu'au Canada, il y a un portrait plutôt positif qu'on peut faire hein, de la réussite des élèves, des étudiants issus de l'immigration. Donc, c'est un des pays de l'OCDE où les différences de performance sont relativement peu importantes entre élèves issus de l'immigration et élèves du pays d'accueil. Euh, qu'on pense à PISA ou aux résultats PISA, bon, etc. Et les enfants immigrants réussissent en moyenne aussi bien dans toutes les matières, que ce soit lecture, rédaction, mathématiques, etc., mais parfois avec une durée prolongée. Donc, au secondaire, par exemple, au lieu de finir sur 5 ans, qui est la moyenne, là, qui est attendue, c'est sur 7 ans en raison de différents facteurs comme la langue, évidemment. Donc, les enfants qui ont la langue française ou anglaise dans le réseau français ou anglais vont obtenir des résultats plus élevés en lecture ou dans différentes matières comparativement à ceux qui sont considérés comme allophones ou ayant une langue maternelle autre que le français ou l'anglais. Mais après un certain nombre d'années dans le système scolaire au Canada, le rendement de ces élèves, surtout en lecture, par exemple, vont se rapprocher des enfants de parents nés au Canada. Et donc, bien sûr, il y a des disparités selon les régions géographiques, selon différents facteurs qui ont été considérés. Je pense par exemple aux travaux sur la performance et le cheminement scolaire des élèves sur l'immigration de Marie McEndroe avec Jacques Ledan, qui montrait bien évidemment, en tenant compte d'un ensemble de variables et de facteurs, donc comment la diplomation s'étalait sur 7 ans. Donc la réussite s'étale sur 7 ans au secondaire, mais que le taux de décrochage net n'était était à peu près sensiblement le même. Et souvent, il y avait des choix plus fréquents de certaines matières plus difficiles. Par exemple, en mathématiques, on retrouvait plus d'élèves issus de l'immigration que d'élèves du groupe majoritaire, disons, la troisième génération et plus. Donc, évidemment, ce qu'on constatait dans ces travaux-là, c'est que le cheminement scolaire des élèves de deuxième génération et de ceux qui ont le français comme langue maternelle ou d'usage était plus favorable euh, euh, que ceux de première génération. Donc, les élèves plus à risque, disons, auxquels il faut porter une attention dans les différentes mesures institutionnelles qu'on adopte, autant au cégep qu'à l'université, c'est ceux qui n'ont pas le français comme langue maternelle ou d'usage, qui sont nés à l'étranger, donc les élèves de première génération, qui sont originaires de certaines régions du monde aussi, parce qu'il y a des régions du monde qui montraient plus de caractéristiques ou de difficultés, par exemple. Euh, qui sont arrivés en cours de scolarité secondaire. Donc, un élève qui arrive à 14 ou 15 ans, c'est un facteur de risque plus important par rapport à la réussite scolaire, évidemment, parce que il va passer plus de temps en classe d'accueil. Parfois, il est difficilement évaluable au plan des matières scolaires, étant donné le temps passé en classe d'accueil à 14 ou 15 ans. Donc, il est souvent envoyé par la suite par l'école secondaire au secteur des adultes pour finir son secondaire, ce qui évidemment retarde la diplomation. Et certains se retrouvent au cégep aussi, mais avec parfois certaines difficultés encore en français. Donc, l'arrivée tardive dans le système scolaire au niveau secondaire, ça a des effets et des répercussions pour la suite de la trajectoire scolaire. Ceux qui ont reçu une cote de SAF là, ou SASAF au secondaire, donc qui ont été en classe d'accueil dans ces âges-là particulièrement, mais ça les poursuit par la suite parce qu'ils sont arrivés tard dans le système, comme je le disais.
ceux qui fréquentent une école publique de milieu défavorisé, on constate qu'ils sont, pour certains types d'élèves qui sont plus en difficulté scolaire, à Montréal, par exemple, le fait de fréquenter une école en milieu défavorisé n'a pas d'impact négatif. Il y a des impacts plutôt positifs parce que ceux qui sont en difficulté ou de performance, si on veut, vont réussir mieux dans les commissions scolaires montréalaises comparativement aux commissions scolaires à l'extérieur, sans doute en raison de l'expertise, de l'adaptation, si on veut, des écoles montréalaises depuis plus longtemps à la diversité et à l'expertise qui a été développée avec le temps. Ils terminent leur scolarité au secteur des adultes en plus forte proportion aussi, sur un horizon de 7 à 9 ans pour finir le secondaire, comme je le disais. Facteurs qui favorisent ou non aussi la réussite et l'adaptation aussi de façon plus générale, c'est le stress pré-migratoire et le stress post-migratoire. On oublie souvent que ces conditions pré-migratoires et l'arrivée, les conditions d'arrivée peuvent avoir des impacts sur la réussite éducative de façon large. Par exemple, toutes les circonstances entourant le départ du migrant vont influencer aussi sa capacité de se concentrer à l'école, de s'adapter, de réussir. Quelqu'un qui a pris le temps de mûrir son projet, le stress peut demeurer très faible ou influencé par les pairs lorsqu'ils ont quitté. Il y a aussi des deuils parfois à faire ou des relations à gérer avec les familles qui sont pas toujours, qui facilitent pas toujours l'intégration scolaire, si on veut, de façon harmonieuse ou rapide, en tout cas, ou rapide, mais qui peut prendre beaucoup de temps avant de permettre à l'étudiant de se concentrer, par exemple. Donc, les situations familiales ou les gens qu'on a laissés au pays, même si on a mûri son projet, ça peut être un facteur. Le fait d'être réfugié, évidemment, d'être parti sous la contrainte, d'avoir subi des effets de la guerre, par exemple, ou c'est des conditions qui peuvent aussi affecter l'adaptation, la réussite scolaire ou l'intégration dans le milieu éducatif. La composition de la famille, évidemment, les personnes mariées, les personnes qui ont des enfants, les personnes qui ont dû se séparer de leurs enfants peuvent avoir des difficultés d'adaptation. Euh, Excusez, il y a des notes, là, je ne sais pas si ça s'adresse à moi, je vois des commentaires, mais peut avoir les enfants, les familles qui sont séparées de leurs enfants pendant plusieurs mois, plusieurs années, ça peut créer une situation difficile qui fait en sorte que ça affecte évidemment la réussite éducative de certains élèves ou le fait d'avoir perdu des membres de sa famille élargie en cours de route pendant le processus migratoire. Donc, les conditions pré-migratoires sont difficiles parfois et les conditions post-migratoires, tout l'accueil qu'on va recevoir de la société d'accueil, de la société haute, oui, c'est ça, la société d'accueil, donc ça peut avoir des impacts. Donc, le type d'encadrement de soutien, les politiques nationales, la francisation, les cours de langue, l'accessibilité de ces cours-là, la reconnaissance des acquis, ça fait partie de ce qu'on peut appeler l'attitude de la collectivité haute. Là, je vais assez rapidement sur ces questions-là, mais ça revient très, très souvent dans toutes les recherches qui ont fait des entrevues sur les facteurs qui jouent dans la perception des obstacles pour pour les jeunes qui se retrouvent au cégep ou à l'université. Donc, le fait de recommencer des études, de ne pas avoir de reconnaissance de leur diplôme. euh, Évidemment, ça fait partie de ça. Là. Les enfants immigrants, ceux qui parlaient la langue maternelle, souvent sont obligés de gérer, d'agir comme intermédiaires de la famille parce que parfois leurs parents ne parlent pas le français ou l'anglais, ce qui fait que ça crée une double responsabilité. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont au secondaire, au cégep et qui doivent Ouais. amener leurs parents à l'hôpital parce que les parents ne parlent pas français ou amener. Donc, ce qui fait que ces responsabilités familiales peuvent avoir des effets aussi sur
la réussite scolaire des enfants. Et donc, c'est aussi une des réalités peut-être à considérer lorsqu'on dialogue ou lorsqu'on on travaille avec des jeunes issus de l'immigration pour connaître leurs besoins. Les conflits, les stress qui sont engendrés aussi par les écarts de système éducatif, hein, comment on apprenait dans un système éducatif dans le pays d'origine versus le pays d'accueil. Ça remet souvent en question les compétences des élèves, leur estime de soi aussi. Par exemple, on apprend avec telle méthode en Haïti, mais ça ne sera pas la même chose lorsqu'on arrive ici. Donc, des fois, c'est plus à l'oral, à l'écrit que ça va paraître, mais il y a quand même des différences dans les systèmes éducatifs, dans les relations aussi avec les enseignants, la relation plus friendly, si on peut dire, au Québec par rapport à une relation plus autoritaire dans certains pays, mais ça peut affecter aussi la perception de ses propres compétences ou de la réussite, ou en tout cas de, de, de son engagement aussi envers le système scolaire. La situation socio-économique, évidemment, c'est un des facteurs les plus importants qui agit sur le bien-être psychologique des gens. Donc, si on n'a pas d'emploi, si on a un stress pour payer son loyer ou parce que on envoie de l'argent à la famille qui est laissée au pays d'origine, ça peut avoir des effets très, très importants sur la réussite. Et évidemment, la composition de la collectivité d'accueil, si on est accueilli par des tantes, des oncles, ça peut faciliter l'intégration finalement parce que les gens vont nous soutenir pour aider pour les papiers, bon, etc., etc. Mais le réseau social ou le capital social, si on veut, devient très, très important aussi pour savoir à quel service on s'adresse parce que les repères institutionnels ou les repères culturels sont pas toujours présents chez les élèves, chez les étudiants issus de l'immigration. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui vont jouer, qui sont des variables post-migratoires, aussi la durée de séjour. Il y a des migrants qui passent par différentes phases. Souvent, il y a une phase d'euphorie à l'arrivée, mais après, quand on s'installe, on est confronté à des papiers, les trucs bureaucratiques, etc. Il y a une phase qui peut affecter, par exemple, la santé mentale de certaines personnes au bout de quelques mois ou de quelques années de séjour, surtout lorsqu'il y a des conflits familiaux, par exemple, qui sont attribuables au processus d'acculturation. On sait que dans les familles issues de l'immigration, après quelques années, il y a aussi beaucoup de séparations euh, de couples, si on veut. Donc, des séparations qui se créent parce qu'il y a des transformations ou des processus d'acculturation qui font que les femmes jouent peut-être moins le rôle traditionnel, puis les hommes aussi, ce qui fait que, il y a des changements au niveau des repères culturels. Donc, des problèmes de santé mentale, des fois, qui se dévoilent après plusieurs années de séjour et qui sont souvent liés au fait de ne pas maîtriser très bien la langue ou de ne pas avoir réussi son insertion en emploi. C'est des facteurs de risque plus importants. Et donc, il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs de protection ou des obstacles situationnels, dispositionnels ou institutionnels euh, qui peuvent être liées à différents facteurs, mais il y a aussi des zones de vulnérabilité dans le système lui-même. Quand on parle de la transition du primaire secondaire, du secondaire à l'éducation des adultes, par exemple, ou du secondaire au cégep, c'est des phases de transition qui peuvent être une zone de vulnérabilité aussi, qui peut-être demandent certains soutiens pour certains étudiants ou élèves issus de l'immigration. Euh, les besoins qui sont liés justement aux trajectoires migratoires spécifiques à chacun, que ce soit en matière linguistique, mais aussi Nana! de pauvreté, etc., qui vont jouer sur des retards scolaires ou des sous-évaluations scolaires, des formes d'échecs scolaires, bon, etc., qui peuvent agir comme zone de vulnérabilité, sans compter évidemment ce qui se passe dans le monde, hein, le fait de les guerres, par exemple, les réalités mondiales vont affecter l'immigration de certains
groupes de réfugiés à certaines périodes. Là, par exemple, on pense à l'arrivée des Syriens ou on pense à l'arrivée des Haïtiens après le séisme en Haïti en 2010, bon, etc. Il y a plusieurs situations mondiales de guerre ou de conflits ou de désastres naturels qui vont faire en sorte que ça peut agir sur le système scolaire de façon importante et il faut répondre avec des soutiens particuliers et sans compter aussi d'autres situations comme des formes de discrimination, d'exclusion, de harcèlement en milieu scolaire qui sont liées à des rapports, à des marqueurs d'inégalité, des marqueurs comme la couleur. L'origine, bon, etc., et qui créent des tensions et des rapports de pouvoir parfois dans les écoles. Résultat des courses, donc, le système scolaire doit répondre à différents types de besoins et de réalités. Donc, prendre en compte ces réalités-là, ça implique différents types d'interventions, de mesures, de soutien, de personnel qui vont pouvoir répondre à des besoins. Et parmi ces besoins-là, il y a des besoins qui sont créés par les facteurs que je viens de nommer, qui sont à la fois dispositionnels, situationnels ou institutionnels, et qui vont affecter les trajectoires scolaires. Mais il y a des facteurs, il y a des besoins qui sont universels aussi à travers ça, mais qui renvoient à ces situations-là. Par exemple, des besoins cognitifs, comme le besoin de comprendre, mais comprendre les codes culturels, le code de vie à l'école, les règles, les consignes, les buts, la langue, qui font en sorte que les apprentissages vont être significatifs et bien compris par tout le monde. Mais à travers ça, il y a aussi des besoins de confiance, de sécurité. Les enfants, par exemple, réfugiés, ont des besoins de sécurité plus importants que les enfants issus de l'immigration volontaire. Les soutiens lors des différentes transitions dont j'ai parlé tout à l'heure, de la formation des adultes versus le cégep, les transitions qui vont nécessiter des adaptations spécifiques, mais aussi besoin de confiance dans la relation entre les étudiants et les enseignants qui favorise l'estime de soi et l'ouverture à l'autre au lieu du repli sur soi et de la fermeture. Et donc, ça implique des savoir-faire et des savoir-être enseignants qui vont valoriser les attentes élevées envers les élèves et des défis particuliers, mais en fonction des situations des situations vécues et des difficultés, forces ou faiblesses de chacun des élèves. Besoin de confiance, mais aussi besoin de reconnaissance dans ses propres expériences, hein, pour prendre en compte les réalités et besoins des étudiants. Il faut bien les connaître. Donc, comment on fait pour connaître ces différentes expériences-là à travers différentes activités pédagogiques, des journaux de bord, des dessins, bon, etc., au secondaire, au primaire, mais aussi des rencontres peut-être avec le psychologue de l'école, etc. Et besoin de reconnaissance dans ses projets, son style d'apprentissage, mais aussi les besoins linguistiques, expériences, etc. Donc, il faut reconnaître les enfants et reconnaître qu'ils ont ces expériences et ces différences spécifiques et besoin d'appartenance. Donc, comment se sentir utile, comment co-responsabiliser les élèves, les étudiants par rapport aux situations qu'ils rencontrent, qui sont vécues dans le milieu scolaire, à l'école, au cégep, rendre co-responsable par la participation, la discussion, les prises de décision, le dialogue, donc des espaces de dialogue et des projets avec des buts communs qui permettent aussi de vivre ensemble ou de travailler ensemble. Donc, ce besoin d'appartenance, c'est important pour l'école. Donc, c'est pas uniquement des besoins, comme je le disais, cognitifs, mais c'est aussi des besoins de reconnaissance, de confiance et d'appartenance. Donc, un système, des facteurs qui vont influencer, en conclusion, des facteurs qui vont influencer, sur lesquels il faut agir, c'est évidemment le climat, un climat de justice, un climat où les défis sont importants pour chacun à son niveau, un climat de sécurité avec des relations significatives qui créent des appartenances, un fort leadership aussi pédagogique de la direction et des directions
de différentes instances, si on veut, qui vont dans le même sens et qui favorisent cette inclusion et ce vivre ensemble. La présence de mesures de soutien importantes, que ce soit linguistique, que ce soit psychosocial, pour aider les personnes qui sont en difficulté d'adaptation en raison des différents processus migratoires ou situations vécues que j'ai mentionnées auparavant, des activités parascolaires ou des activités dans lesquelles tout le monde peut participer, donc des activités diversifiées, accessibles et non élitistes. Souvent, il y a des jeunes qui sont en difficulté dans certaines matières ou en difficulté de performance, mais ils s'impliquent dans beaucoup d'activités scolaires ou parascolaires et ça va leur permettre de créer un fort sentiment d'engagement et d'appartenance à l'école, peu importe leurs difficultés scolaires finalement. Une collégialité, une responsabilité partagée avec une croyance dans le potentiel de réussite de tous les élèves. Une pédagogie adaptée. Souvent, on entend les élèves qui vont dire que les profs s'intéressent à ceux qui réussissent et pas à ceux qui ont le plus besoin d'encouragement. Donc, il faut aller vers les élèves qui sont en difficulté pour les valoriser. Et leur donner les possibilités de développer leurs forces dans différents types d'activités. Une pédagogie souvent différenciée, axée sur les besoins, donc les différences de rythme d'apprentissage, peu importe, ou les forces, en tout cas, de certains élèves, les forces et les faiblesses, et un enseignement avec des stratégies qu'on appelle métacognitives et un environnement structurant avec des comportements euh, une gestion proactive des comportements axés sur les droits, sur le respect d'autrui et sur l'engagement scolaire, donc accueillant envers tout le monde, etc. Donc, finalement, une approche qu'on dit inclusive, dont les finalités sont de prendre en compte dans nos pratiques autant les besoins, réalités et expériences des jeunes, mais aussi leurs droits le droit de s'associer avec qui ils veulent, le droit à l'égalité sans discrimination, le droit à la liberté d'expression, d'opinion, mais toujours canalisé en fonction des apprentissages dans les classes et du vivre ensemble à l'école, dans le respect des droits d'autrui et de préparer donc tous les apprenants à vivre ensemble dans une société pluraliste, démocratique, etc. Donc, c'est une approche qui est plutôt holistique et systémique, qui fait en sorte que les droits, l'équité, ça devient un projet institutionnel continu qui va être fondé sur la co-responsabilité, l'imputabilité des enseignants et des acteurs de l'école et le développement autant des élèves, des compétences des élèves ou des capacités. Là, je vais revenir sur ce concept. Les capacités, c'est devenir capable de fonctionner dans toutes les sphères de notre vie. C'est le concept que Amartya Sen a développé, qui a été repris par Martin Nussbaum, qui est philosophe, qui a beaucoup fait le lien avec les droits. Comment le système scolaire a la responsabilité de développer ses capacités pour créer une plus grande agentivité c'est-à-dire un pouvoir d'agir et de choisir pour les meilleures choses pour sa vie, donc l'agentivité, l'autonomie morale et intellectuelle des individus, et les droits et libertés positives font partie des capacités parce qu'elles rendent, elles rendent, c'est être capable de faire ou d'être quelque chose que de pouvoir rendre effectifs nos droits et libertés pour une meilleure justice sociale. Donc, les institutions, l'État, mais les institutions en particulier comme l'école, peuvent développer ce que Martin Nussbaum appelait des opportunités ou des leviers qui permettent de... Ok, sauf que c'est moi qui dois régler toutes tes affaires. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'interrompt là. Euh, J'entends plein de gens qui parlent, excusez-moi. Oui, désolé, oui. Ça me distrait Mais donc, les facteurs de conversion, c'est-à-dire comment les enfants ont des opportunités à l'école pour développer ces habilités,
capables d'être en relation avec les autres, d'agir, d'assumer différents rôles au cours de leur vie. Et Martha Nussbaum parlait de 10 capacités centrales, par exemple, la capacité, être capable d'avoir une vie de longueur normale à travers notamment l'éducation à la santé, l'éducation, donc être nourri, être bien logé, d'avoir accès à une éducation à la santé, d'être capable de se déplacer librement, d'être protégé, donc l'intégrité du corps sans agression, donc une école qui est sécuritaire, une école qui être capable de s'attacher à des gens et à des choses, donc créer un sentiment d'appartenance, donc être capable d'aimer et de défendre des formes d'associations humaines fondamentales, que ce soit l'association étudiante, les syndicats, etc. Donc les capacités émotionnelles, être capable de faire des choix de vie, donc de voter, par exemple, d'avoir une participation citoyenne à travers une réflexion critique sur l'organisation de sa propre vie, mais aussi l'organisation du monde. Donc, ça suppose une liberté de conscience, une liberté de culte aussi, être capable de s'affilier, de vivre avec les autres en interaction. Ça veut dire aussi une liberté de s'assembler, de discours politique, des affiliations, de s'affilier avec d'autres, d'appartenir, d'être reconnu aussi, d'être capable de contrôler son environnement, de participer aux choix politiques, etc. Donc, les liens entre les capacités, les opportunités que l'école développe, l'école ou les milieux éducatifs développent et l'agentivité des individus sont étroitement liés dans le concept de capacité qui revient aussi au concept de compétence, c'est-à-dire des savoirs agir et des savoir-être qui ne sont pas seulement pour les enseignants, là, qui ne concernent pas seulement les enseignants, mais qui concernent aussi chaque citoyen ou chaque futur citoyen qui est éduqué à la citoyenneté, aux droits et aux médias et à la vie en société par l'école. Et donc, ça veut dire pour les institutions agir sur toutes les dimensions du système pour répondre à ces exigences de vivre ensemble, mais aussi de prise en compte des réalités et besoins des élèves, que ce soit les services, les pratiques adaptées, les services complémentaires, les services d'accueil, de diagnostic, d'évaluation, de classement, au plan des politiques et de la gouvernance, hein, les projets éducatifs, le code de vie, etc., mais aussi des programmes et des offres de formation. Qu'est-ce qu'on offre dans les cours? Comment on fait de l'éducation au vivre ensemble à la citoyenneté? Ça se passe dans plusieurs cours, évidemment en sciences sociales, au cégep, mais aussi dans toutes les matières, dans plusieurs programmes éducatifs au niveau universitaire, mais au secondaire aussi. Évidemment, des pratiques, des activités parascolaires, des relations avec les familles, des pratiques pédagogiques différenciées, participatives et démocratiques, et la formation des enseignants et des personnels scolaires de manière continue. Donc, cette capacité systémique, disons, ça implique ce que la, la, la rapporteuse spéciale sur le droit à l'éducation des Nations de l'ONU, de l'UNESCO, pardon, appelait les 4 A, c'est-à-dire se doter en ressources, mettre en œuvre des moyens adaptés, l'adaptabilité, l'acceptabilité sociale, et enfin, c'est en anglais les 4 A, là, mais rendre accessibles les services, l'accessibilité, adapter ses pratiques pour rendre significatif et pertinent l'éducation dans le contexte social et mondial plus large dans lequel on vit. Donc, agir sur ces éléments, ces 4 A, c'est un des objectifs finalement que toute institution aujourd'hui doit développer dans une perspective inclusive pour atteindre par un traitement équitable, pour atteindre l'égalité de résultats ou le succès éducatif de tous les élèves. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je Oui, pense que j'ai parfait. dépassé mon temps. Je ne Non, voyais ça va, on est pas dans les David. temps. Il nous reste à peu près 10 minutes. Il y a beaucoup de questions, Brise. Parmi les questions, donc ça revient souvent si on peut avoir accès à une bibliographie ou à ces chiffres-là, s'il y a un rapport, vous avez cité plusieurs personnes, plusieurs ressources, s'il y a un rapport où on peut le mettre dans la conversation, peut-être les personnes qui sont présentes peuvent l'utiliser. Et s'il y a une bibliographie aussi, ça peut aider.
OK. Donc, si c'est possible. Maintenant, il y a plusieurs questions. Il y a une question en lien avec la question du stress post-migratoire. Est-ce que bon, le milieu scolaire, vous invitez ce milieu-là à prendre en considération ce que peuvent vivre les personnes, ces jeunes, ces enfants, avec le stress post-migratoire? Y a-t-il des actions, des outils qui favorisent ou qui aident ces jeunes-là et leurs parents, évidemment, à améliorer cette adaptation-là? Autrement dit, comment ce milieu s'adapte et quels sont les outils qui peuvent aider ces jeunes-là à mieux s'adapter? Écoutez, il y a plusieurs outils qui ont été développés depuis de nombreuses années. Il y avait parmi les outils, les organismes communautaires, il y avait beaucoup d'organismes communautaires, comme le Promis, là, puis plusieurs organismes communautaires qui faisaient des écoles du samedi avec les parents et les enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça existe encore, je pense, ce qui fait que les parents faisaient de la francisation avec les enfants qui avaient des soutiens scolaires, donc le mentorat, bon, etc., et qui permettent aussi d'avoir des soutiens d'appoint, si on veut. Il y avait ces mentorats-là aussi en milieu scolaire lui-même pour permettre d'éclairer certaines choses dans des matières, mais aussi d'accompagner un peu comme le modèle du grand frère, là, grande sœur, d'avoir des adultes significatifs aussi qui permettent de favoriser davantage l'intégration ou de faciliter en tout cas l'intégration, l'adaptation. Il y a des services complémentaires hein, en psychologie. Des services de psychologie, bon, etc., auxquels peuvent avoir accès certaines personnes qui vivent des stress ou des traumas post-migratoires aussi, liés au processus migratoire, au départ, par exemple, ou bon, etc., au fait de ne pas avoir d'amis. Mais il y a aussi des techniques, hein, je pense que surtout, on le fait peut-être moins au cégep, on le fait plus au secondaire, mais le fait d'utiliser les autres élèves ou étudiants comme ressources, je pense que mobiliser les étudiants pour soutenir ou s'occuper, par exemple, de nouveaux arrivants dans la classe ou les aider pendant une certaine période, puis faire une rotation d'élèves qui vont aider ou soutenir des élèves issus de l'immigration pour les intégrer, les amener, faire des sorties ou pour euh, le, le- en tout cas, une espèce de co-responsabilité finalement facilitant l'intégration des élèves eux-mêmes, donc des élèves comme ressources, comme acteurs de l'école, en intégrant ces personnes-là en intégrant les personnes issues de l'immigration, par exemple, pour faciliter leur intégration, se faire des amis, par exemple, dans le réseau. Donc, les profs peuvent mettre en place des choses comme ça, mais il y a aussi beaucoup d'activités. On l'a vu dans le film Bagage, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous l'avez déjà vu, ce film, c'est une pièce de théâtre qui a été montée par des professeurs à l'école Gérin-Lajoie et avec des jeunes issus de l'immigration, donc qui devaient eux-mêmes exposer finalement leur parcours scolaire par différents exercices, à la fois d'apprentissage du français, mais qui sont des exercices théâtraux, parce que c'est une pièce de théâtre qui est devenue un film d'ailleurs et et qui montre comment ces différentes activités de, permettent de parler, de dialoguer, de parler de soi, de se révéler selon sa propre volonté, mais qui permettent aussi de faciliter l'intégration avec des personnes qui ont vécu des choses similaires. Le fait de se raconter aussi, ça permet beaucoup de se défaire parfois de poids émotifs et donc, lorsqu'il y a des espaces comme ça, d'activités parascolaires ou de dialogue, ça permet vraiment de développer pleinement sa personnalité, mais aussi d'apprendre la langue et d'apprendre à comprendre ce que vivent les autres personnes autour. Ça crée du lien social. Donc, il y a un ensemble d'exemples, là, je pourrais en donner plusieurs. Pour ce qui est des guides, tout ça, j'ai moins peut-être de référence parce qu'il y a des guides sur toutes sortes de choses maintenant. Moi-même, j'en ai fait un sur la question de l'éducation, là, du racisme et de l'éducation antiraciste en milieu scolaire. Je peux vous envoyer les liens plus tard où je donnerai ça à Bib, peut-être qu'il pourrait transférer à tout le monde après, mais il y a plusieurs
guides avec des capsules vidéo, avec des films qu'on peut utiliser pour faire parler les élèves. Souvent, quand on veut faire parler nos propres élèves et comprendre ce qu'ils ont vécu dans notre classe, on passe par des films sur des personnes qui ont vécu des choses similaires et ça permet d'ouvrir l'espace de dialogue et de parler de ses propres expériences. Des fois, ça peut être de façon collective, mais ça peut être seul aussi parce que parfois, il y a des élèves qui viennent ou des étudiants qui viennent se confier aux enseignants dans leur bureau. Donc, comment on peut soutenir ces élèves-là, mais souvent par l'écoute, mais aussi peut-être par des références à des ressources psychologiques ou à des activités parascolaires ou à des activités que les étudiants peuvent faire. Donc, plusieurs organismes communautaires, plusieurs guides qui existent, mais plusieurs stratégies pédagogiques aussi il y a plusieurs activités en ligne qui existent, que je pense à des organismes, même je pense, pas Oxfam, mais il y a plusieurs organismes qui ont créé des activités d'apprentissage pour des grands groupes ou des petits groupes ou pour faire travailler des élèves de façon seule. Mais souvent, les projets collectifs, pièces de théâtre, faire des vidéos, etc., ça permet de développer les compétences des élèves puis le sentiment d'appartenance autour de projets communs avec des statuts égaux, des projets communs. Donc, c'est les éléments d'Adorno là, en psychologie sociale, un fort leadership d'une autorité professorale avec des buts communs et des statuts égaux empêche toute forme de discrimination et permet de développer donc ses capacités, mais aussi de répondre à certains besoins d'appartenance, de confiance ou de reconnaissance chez les élèves.